Le routage dynamique possède les caractéristiques suivantes. Premièrement, la table de routage ou les tables de routage des différents routeurs se remplissent automatiquement sans qu'il y ait l'intervention de l'administrateur. Les programmes, puisqu'on parle de l'automatique, donc c'est des programmes qui remplissent ces différentes tables de manière automatique. On les appelle donc un protocole de routage. Donc le protocole de routage, il fonctionne en faisant communiquer plusieurs routeurs entre eux. Donc chaque routeur, vous allez voir, dire hello à un autre routeur. Il lui dit qu'est-ce que tu as comme route et moi qu'est-ce que j'ai comme route. On va s'échanger nos routes pour qu'on puisse trouver les différents chemins et ainsi de suite. Donc il doit y avoir une collaboration entre les différents routeurs. Et bien sûr, quand un routeur il a la possibilité d'avoir plusieurs chemins vers une même destination, il peut choisir le meilleur chemin ou la meilleure route selon ce qu'il a comme information locale dans sa table de routage. Donc, dans le routage dynamique, on parle de ce qu'on appelle les systèmes autonomes. Donc, un système autonome, c'est un système qui contient à l'intérieur plusieurs routeurs et schémas réseau différents, bien sûr, qui appartiennent à une même organisation, ou ce qu'on appelle une autorité administrative. Par exemple, sur ce schéma-là, nous avons 4 systèmes autonomes. Le système autonome université, le système autonome entreprise, le système autonome fournisseur d'accès Internet et le système autonome un autre fournisseur d'accès Internet. Donc là, sur le schéma, nous avons 4 systèmes autonomes. Donc un système autonome contient un ensemble de routeurs et d'équipements réseau qui appartiennent à une même entité administrative ou bien autorité administrative. Et là, quand on parle du routage, donc il va y avoir un routage entre les systèmes autonomes et un routage à l'intérieur d'un même système autonome. Donc nous avons à parler sur des protocoles de routage extérieurs. Ce sont des protocoles qui permettent de trouver le chemin ou les chemins entre des systèmes autonomes différents. Et des protocoles intérieurs, ce sont des protocoles de routage qui permettent de trouver des chemins entre des routeurs qui sont dans un même système autonome. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui 2 grandes familles de protocoles de routage. Je rappelle, un protocole de routage, c'est un programme qui est installé sur chaque routeur et qui permet à ces routeurs-là de trouver des chemins entre lui-même et les différents autres routeurs, voire les différents autres réseaux. Quand ce protocole fonctionne dans un même système autonome, on parle de protocole de routage intérieur. Et quand ces protocoles fonctionnent entre des systèmes autonomes différents, on parle des protocoles de routage extérieur. Donc, par la suite, nous allons essayer de développer des protocoles de chaque famille. Principalement, on va parler des protocoles intérieurs parce que vous avez généralement à gérer le routage d'informations dans une même entité administrative. Parce que au-delà d'un même système autonome, donc c'est généralement le réseau Internet qui est pris en charge par des entreprises particulières. Vous, quand on vous fait appel, c'est pour configurer des protocoles de routage entre des routeurs qui se trouvent dans un même système autonome, c'est-à-dire dans des protocoles de routage intérieurs. Ces protocoles de routage intérieurs, on trouve principalement 2 grandes familles. Nous avons la famille vecteur de distance, ce qu'on appelle les protocoles à vecteur de distance, qui fonctionnent sur le même principe que les plaques de route que vous trouvez généralement aux autoroutes. Par exemple, pour aller vers Alger, vous prenez cette destination et vous allez parcourir 100 km. Pour aller vers Boumerdès, il faut passer par une autre destination, par une autre direction en passant ou en traversant 20 km, etc. Donc ce mode de communication qui est inspiré en quelque sorte des plaques qu'on trouve un peu sur les routes, on appelle un protocole à vecteur de distance parce qu'il prend en considération une direction et une distance pour atteindre cette destination. La deuxième famille, c'est la famille protocole à état des liens. État des liens, c'est-à-dire que là, nous n'allons pas avoir uniquement la direction et le kilométrage, mais nous avons la carte complète des chemins et c'est un petit peu le même principe qu'une carte map. Donc ça, c'est la deuxième famille qui est différente de la première. Donc
un routeur qui fonctionne sur le principe de routage automatique ou dynamique, donc intérieur, soit il fonctionne par le principe vecteur-distance, c'est-à-dire qu'il connaît la direction et le kilométrage pour atteindre une destination sur cette direction, ou il possède la carte entière du chemin, donc c'est un petit peu comme le principe d'une carte ou d'une map. Dans certains cas, on trouve des protocoles de routage hybrides, c'est-à-dire ce sont des protocoles qui regroupent en même temps les fonctionnalités du routage à état des liens et les fonctionnalités du routage à vecteur de distance. Donc par la suite, on va essayer de prendre chaque famille et de développer son principe de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va prendre un réseau constitué d'un ensemble de routeurs qui fonctionnent avec un protocole à vecteur de distance. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on va prendre par la suite un ensemble de routeurs qui fonctionnent sur un système ou un protocole de routage à état des liens et je vais vous expliquer donc le détail de fonctionnement de chacune. Et puis on essaiera de voir un peu comment fonctionnent les protocoles de routage hybride. Donc on commence par les protocoles à vecteur de distance. Donc ils sont appelés vecteurs de distance parce qu'ils se basent sur un vecteur, comme illustré sur l'image. Donc c'est comme si que vous avez des plaques d'indication que vous retrouvez généralement sur des ronds-points ou en autoroute. Donc c'est comme si que vous avez un ensemble d'indications, donc c'est des vecteurs sur lesquels vous allez trouver des destinations avec une distance. Donc vous avez un vecteur, une distance, donc c'est pour cela qu'on les appelle des protocoles à vecteur de distance. Donc de manière plus explicite, donc ces protocoles de routage, donc ils utilisent un algorithme de routage qui fait la somme de différentes distances pour trouver des chemins d'un routeur à un autre ou d'un réseau à un autre. Donc la table de routage dans un routeur qui fonctionne avec un protocole à vecteur de distance contient donc des vecteurs avec des destinations et des distances pour atteindre chaque destination. Donc le principe de fonctionnement global des algorithmes ou des protocoles à vecteur de distance, c'est que chaque routeur d'un réseau envoie toute sa table de routage au voisin. Un voisin, c'est le routeur qui est directement branché avec notre routeur en question. Donc tous les routeurs fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils font les mêmes opérations. Donc il n'y a pas de routeur qui fait une opération particulière par rapport à un autre. Donc les deux grandes familles de protocoles de routage connus comme étant des protocoles à vecteur de distance, vous avez le protocole RIP et le protocole EIGRP, dont on va essayer d'expliquer le principe de fonctionnement plus tard. Donc pour expliquer le fonctionnement d'un protocole à vecteur de distance, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, sur ce schéma, vous avez donc deux routeurs, R1 et R2, ainsi que la table de routage de chaque routeur. Le routeur R1, il a d'un côté le réseau 172.16.1.0/24. Donc /24, ça veut dire que c'est le masque 255.255.255.0. De l'autre côté, il a un autre réseau qui est commun avec R2, qui est le réseau 172.16.2.0, toujours avec /24. Le routeur R2, il a un réseau à droite qui est donc 172.16.3.0 et de l'autre côté, il a le réseau commun avec R1 puisqu'ils sont directement branchés. Donc nécessairement, ils appartiennent au même réseau qui est le réseau 172.16.2.0. Voilà. Initialement, R1 il possède dans sa table de routage uniquement les routes qu'il connaît déjà. Donc on va voir que par exemple pour atteindre la destination 172.16.1.0 qui est celle-ci, donc il passe par l'interface FA00 qui est celle-ci, avec un saut qui est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut, donc il est directement branché. Et à droite, il a donc la destination 172.16.2.0/24, donc le réseau à droite, ça passe par S000, donc celle-ci, avec un saut qui est égal toujours à 0 parce qu'ils sont directement branchés.
de la même façon, le R2, il est branché au réseau 172.2.0 qui est celui-là, et le réseau 172.16.3.0 qui est celui-là à droite. Voilà, donc initialement, chaque routeur, il connaît les réseaux avec lesquels il est directement branché. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer comment fonctionne quand on a des protocoles à vecteur de distance installés dans les routeurs, comment est-ce que ces protocoles permettent à ces routeurs de trouver les différentes destinations. Donc là, dans R1, il connaît le chemin vers le réseau 172.16.1.0 parce qu'il est directement branché. Il connaît aussi le chemin vers 172.16.2.0 parce qu'il est aussi directement branché. Mais il ne connaît pas le chemin vers le réseau 172.16.3.0 parce qu'il n'est pas directement branché. Il n'a pas le moyen de le savoir. C'est justement le rôle du protocole de routage à vecteur de distance qui va lui permettre d'apprendre le chemin vers cette destination. Voilà. Donc les différentes étapes d'un protocole à vecteur de distance sont, premièrement, nous avons l'envoi et la réception des mises à jour. On verra ce que c'est que les mises à jour. On avait dit tout à l'heure que chaque routeur envoie à ses voisins, dans notre cas R1, son seul voisin c'est le R2, et lui envoie toute sa table de routage. Voilà. Ça va permettre à R2 à apprendre certaines informations. Donc nous avons l'étape envoi et réception des mises à jour, l'étape calcul du meilleur chemin et route d'installation, et enfin détection des modifications de topologie et création de vis-à-vis de celle-ci. On va essayer d'expliquer chaque étape à part. Donc premièrement, on commence par l'envoi et la réception des mises à jour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le routeur R1, il va donc récupérer le contenu de sa table de routage qui est le chemin vers 172.16.1.0 qu'il va envoyer au routeur R2. Comme illustré sur l'image. Et le routeur R2, quand il va recevoir cette information, il va apprendre une route vers 172.16.1.0 qu'il ne connaissait pas avant. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Automatiquement, il va faire un petit calcul. Il va conclure l'existence de cette route. Il va l'ajouter à sa table de routage. Maintenant, donc, ce message a permis à R2 d'apprendre un chemin vers le réseau 172.16.1.0 à travers l'interface S000 qui est celle-ci, avec un nombre de sauts qui est égal à 1. Donc automatiquement, ça va passer par un autre routeur. Donc de la même façon, le routeur R2, donc, il fera la même chose. Il récupère donc le réseau vers la destination 16.3.0 qui va envoyer au routeur R1. Ça va permettre donc après un calcul au routeur R1 d'apprendre donc que pour atteindre le réseau 172.16.3.0 qui est celui-là, donc à la réception le nombre de sauts il était à 0, mais le routeur R1 il va lui rajouter 1. Pourquoi? Parce que pour atteindre ce réseau-là, donc le message doit sauter une fois pour atteindre la destination. Donc après avoir mis à jour cette information, donc il va stocker dans sa table de routage. Donc ça, c'est concernant les différents messages de mise à jour et de calcul de différentes routes. Donc je rappelle, chaque routeur envoie sa table de routage à tous ses voisins. Donc, les voisins, ce sont les routeurs qui sont directement branchés. Donc les voisins, de leur côté, après avoir reçu ces informations, ils mettent à jour le contenu de leur table de routage et eux aussi, ils vont envoyer leur table de routage à leurs voisins. Donc R2, certainement, il aura d'autres voisins à gauche et à droite de l'autre côté. Donc de voisin au voisin, les messages ou les tables de routage sont envoyés. Donc ça permet à chaque routeur d'apprendre des chemins vers toutes les destinations. Je précise, puisqu'on est dans un algorithme à vecteur de distance, un routeur, il ne connaît pas le chemin complet jusqu'à la destination. Dans sa table de routage, nous avons la destination, le prochain saut et le nombre de sauts. C'est exactement de la même façon que les plaques d'indication qu'on retrouve dans les autoroutes. Donc on ne connaît pas le chemin complet, mais uniquement la destination et le kilométrage. Donc quand un routeur détecte une rupture de lien, par exemple un câble débranché ou coupé, donc il doit y avoir certainement des envois de mises à jour. Dans notre cas, par exemple, quand le lien sera coupé entre le routeur R2 et le réseau 172.16.3.0,
un message de mise à jour doit être envoyé au routeur R1, l'informant que le chemin n'existe plus. Le routeur, quand il reçoit cette information, il va aller rechercher la ligne correspondante, il va l'effacer de sa table de routage. Voilà donc de manière générale comment fonctionnent les algorithmes à vecteur de distance. Donc nous avons une étape de mise à jour dans laquelle le routeur envoie sa table de routage à ses voisins. Une étape de calcul du meilleur chemin qui va permettre à un routeur d'apprendre les chemins et, après avoir reçu la table de routage des autres, et de mettre à jour leur table locale. Et puis, quand on détecte une rupture de lien, c'est-à-dire un câble débranché, éteint ou coupé, donc on envoie une information au routeur leur disant que le chemin il n'existe plus, et eux de leur côté, ils vont aller chercher cette route dans leur table de routage et vont l'effacer. Voilà donc le mode de fonctionnement des protocoles à vecteur de distance. C'est comme si que vous avez un rond-point dans lequel vous avez plusieurs flèches qui sont les vecteurs vers des destinations, et là vous avez soit le kilométrage ou la distance parcourue, le temps nécessaire pour atteindre la destination, etc. Pour notre cas, puisque ce n'est pas un réseau d'autoroute, c'est un réseau informatique, donc on peut se baser sur le nombre de sauts comme sur notre exemple, on peut se baser sur la bande passante, le délai, la fiabilité, la charge, etc. Par exemple, dire que ce chemin-là est plus chargé que celui-là, celui-là, donc il a une bande passante meilleure que celui-là. C'est dans le cas où nous avons plusieurs chemins vers une même destination, on peut faire des choix. Voilà. Donc, vous savez que chaque routeur, initialement, c'est-à-dire au démarrage d'un routeur, il connaît que des chemins vers ses liaisons, c'est-à-dire vers lesquels il est branché directement avec un nombre de sauts qui est égal à 0. Après le nombre de sauts, quand on envoie des informations de mise à jour, les autres routeurs, donc ça devient, la distance, ça devient 1, 2, 3, 4, 5, etc., selon la distance à parcourir. Donc le routeur, il n'a qu'une vision partielle du réseau, donc il ne connaît pas le chemin complet, il connaît uniquement la direction et la distance à parcourir. C'est ce qu'on appelle le coût vers une destination. Donc les avantages des protocoles à vecteur de distance qui fonctionnent bien sur des réseaux à petite taille, et ils sont simples et que le routeur ne fait pas trop de calculs. Donc il ne se casse pas trop la tête, il fait que envoyer sa table de routage à ses voisins. L'inconvénient ici, c'est que nous avons des protocoles qui sont sensibles aux boucles de routage. Donc, puisque le routeur ne connaît pas le chemin complet, il se peut que R2 il vous dit allez vers R1, R1 il vous dit allez vers R3, R3 il vous dit allez vers R2, et là le message traîne infiniment dans une boucle sans qu'il y ait une destination. Et tout ça parce que le routeur il ne connaît pas le chemin complet, donc il ne peut pas deviner est-ce qu'il va y avoir une boucle de routage ou pas. Autre chose, comme inconvénient, c'est que les algorithmes à vecteur de distance encombrent beaucoup la bande passante. Pourquoi? Parce que vous imaginez, chaque routeur envoie toute sa table de routage à ses voisins, et la table de routage, généralement, elle contient des milliers de lignes, donc ça va encombrer inutilement la bande passante, sachant que ces tables de routage sont envoyées périodiquement, ça veut dire chaque 1 seconde, chaque 30 secondes, etc. Donc de manière générale, les protocoles à vecteur de distance, ils fonctionnent bien sur des petits réseaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de routeurs, donc la table de routage n'est pas très grande, ça ne dérange pas trop la bande passante. Et que le routeur ne fait pas trop de calculs, c'est-à-dire le processeur du routeur. Si vous avez un routeur qui est faible en microprocesseur, donc c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le routeur, il fait pas de calcul, il n'a qu'à vous dire allez-y par là ou par là, sans qu'il y ait donc vraiment des calculs approfondis. Mais l'inconvénient reste, c'est que on peut avoir des boucles de routage comme déjà expliqué, comme si vous avez un grand réseau et que les routeurs envoient toute leur table de routage aux voisins, qui est le principe de fonctionnement de ces protocoles-là. Donc ça va générer vraiment des encombrements de bande passante, ce qui va alourdir la communication.